Cette vidéo est sponsorisée par Ovoco. Ovoco est un site internet qui vise à simplifier l'achat des pièces détachées pour votre voiture en quelques clics seulement. Rentrez la marque de votre voiture, le modèle et l'année et ça vous ressort l'intégralité des pièces disponibles pour votre voiture. Ovoco propose un marché en ligne simple qui vous permet de mettre en relation plus de 5000 vendeurs dans toute l'Europe. En fait, Ovoco, ça te permet de trouver des pièces d'occasion de ta voiture moins chères. Par exemple, cette fameuse pièce qui n'existe plus en neuf, tu peux la trouver sur Ovoco. En fait, Ovoco, c'est comme les magasins qui vendent des pièces neuves, sauf que c'est des pièces d'occasion moins chères et réutilisables. Il y a une pièce d'occasion, elle marche encore. Ovoco, tu la reçois, tu la montes, t'as 14 jours pour te faire rembourser au cas où si c'est pas la bonne. Après, tu sais, il y a des produits comme ça, t'as pas forcément besoin d'en faire une pub de folie pour dire que c'est juste mieux. Ovoco, c'est un envoi rapide et sécurisé avec jusqu'à 14 jours de remboursement. Et avec le code SylvainLife, c'est 15% de réduction sur la livraison. Merci à Ovoco et bonne vidéo! Les années 80, c'est la période de la conquête spatiale, des clopes, de l'électronique, des coupes de cheveux aléatoires, des traders, des cracks boursiers, du café qui tâche. Il a toujours taché le café, remarque, mais bon bref. Les années 80, c'est la période de la décadence. Et chez Ferrari, on pense exactement la même chose. Alors ça a toujours été la décadence, tu vas me dire, quand tu vois les bagnoles qu'il faisait. Et Enzo Ferrari, dans les années 80, eh ben il a pas changé d'avis. Il n'y a que le 12 cylindres dans la vie. En dessous de 12 cylindres, c'est forcément nul. Y a pas en dessous. Ferrari les 12 cylindres, c'est donc une grande histoire d'amour. Et il fallait donner un écrin particulier à ce 12 cylindres pour cette nouvelle génération. Les années 80. Et les années 80 dans la bagnole, c'est les années des vitesses, du style, des énormes moteurs. Et chez Ferrari, on se pose la question, comment résumer une décennie en une voiture? Nouvelle philosophie, nouvelle clientèle, mais toujours la même recette. Un peu modernisée. Un peu. Il lui faut 12 énormes cylindres. Il lui faut une gueule à tomber par terre. Il lui faut une couleur rouge flash qui arrache la rétine. Il lui faut des angles saillants absolument partout. Et un prix qui vous donne instantanément le hockey. Vous rassemblez tous ces éléments, vous secouez bien et vous obtenez la Testarossa. La Testarossa, c'est globalement un empilement de clichés qui a fini par faire une caisse. Ah, moi je fais que vous décrire ce que je vois. À l'époque, il fallait faire du rapide. C'est pour ça que la Testarossa fera presque 300 km/h. Il fallait faire cher. C'est pour ça que la Testarossa sera la voiture la plus chère du monde, tout simplement. Et vous obtenez à la fin une voiture qui a littéralement sur ses épaules le poids d'une époque. Sans aucune pression. La Testarossa est l'avant-dernière voiture conçue par Enzo Ferrari lui-même. Et avec les années 80, Ferrari veut faire passer une nouvelle philosophie, une nouvelle clientèle, avec les mêmes bases. On va pas changer une formule qui marche et accessoirement qui coûte pas si cher. Hein? Qui a dit ça? La Testarossa va reprendre les bonnes bases de Ferrari, à savoir le 12 cylindres, la technologie issue de la course, et en refusant un poil les aides à la conduite. Ça viendra après. Avec cette Testarossa, Ferrari a voulu pousser au maximum la technologie sans rentrer dans l'électronique. Parce qu'à l'époque, ils avaient argumenté que l'électronique enlevait un peu de plaisir de conduite. C'était surtout qu'ils avaient pas trop envie de mettre le nez dedans et qu'ils se sont dit non, mais nous, c'est pas trop ça, l'anti-patinage, le SP, les Ferrari hybrides modernes rigolent encore. Et la Testarossa, vous la connaissez forcément puisque c'est devenu un monument qui a quasiment 40 ans aujourd'hui. Et cette voiture, je vais la découvrir avec Arthur. Bonjour. Ça va? Ça va? Ouais, on s'est vu ce matin au petit-déj. Je suis content de découvrir ça avec toi. Maintenant, ça devient une tradition, toutes les voitures un peu anciennes, je t'appelle. On a fait ensemble la Diablo, on a fait ensemble la Mura, on a fait ensemble la R8 Gord. Et je me disais que le monument qu'est la Testarossa, je devais t'appeler. D'autant qu'elle est de mon année, je crois. C'est pour ça que c'est vachement vexant quand tu dis elle a bientôt 40 ans. C'est que c'est l'une des dernières, t'abuses. Oui, bah voilà, encore jeune. Justement, la Testarossa a comme particularité d'avoir eu une carrière très longue. Non, c'est quelque chose qui est assez connu chez Ferrari finalement. Les voitures sont relativement poussées en termes d'années. Celle-ci a été produite entre 84 et... Alors, ça dépend comment tu le prends. Parce qu'il y a eu la 512 TR, puis la 512M. C'est des nouvelles voitures. Ouais, tu parles, ouais. Il n'y a pas les aides parce qu'on a poussé la technologie. Oui, la technologie, vous savez, il n'y a pas besoin. Ferrari maîtrise le fait de dire qu'on n'a pas de thunes, mais d'une autre manière. La technologie. Technologie, et puis on a modifié toute la voiture. Ouais, tu parles, ouais. Cette Testarossa a commencé à être produite en 84, c'est-à-dire le pur années 80. Milieu des années 80, genre pur. Le plastique, le son de synthétiseur et les couleurs un peu fluo. La Testarossa est apparue en 84, mais cette Testarossa a été produite jusqu'en 91. Celle que nous avons aujourd'hui d'ailleurs est l'une des toutes dernières, elle est de fin 90, donc c'est vraiment la dernière des Testarossa. Et on le verra en faisant le tour qu'elle a vraiment les gimmicks des dernières Testarossa, parce qu'on retrouve un point commun avec la Diablo qu'on avait fait ensemble. Entre les premières Testarossa et les dernières Testarossa, il y a un monde. Il y a un énorme gap
Et en fait, c'est quasiment pas les mêmes bagnoles en fait. C'est fou de se dire qu'elle a eu 12 ans de carrière entre les Testarossa de première génération, avec le simple rétroviseur et les jantes à écrou central, puis la remplaçante, la 512 TR, que cette voiture d'ailleurs est presque un petit peu, puisque cette voiture que nous avons ici, qui nous est prêtée par Charles Milesi, le pilote, possède à l'intérieur beaucoup d'éléments de 512 TR. En fait, comme on était sur la fin de la Testarossa, ils y avaient intégré pas mal d'éléments de 512 TR. Cette Testarossa se poursuivra jusqu'à la 512 TR, qui a une gueule un peu différente et surtout des espèces de phares rajoutés en plus à la place des clignotants, et qui se poursuivra même jusqu'à la F512M pour Modificata, que je trouve incroyable. Ça, c'est un débat. La principale nouveauté, c'est qu'ils ont enlevé les pop-up pour y mettre des phares fixes, que je trouve fou. Elle est plus rentrée dans son époque, mais c'est la même que... Non, elle a 440 chevaux. Regarde la gueule qu'elle a. Non, mais je te jure, c'est pas du tout la même voiture. Elle a des petits feux derrière. Oui, mais je te jure, c'est pas du tout la même voiture. Oui, bah merde. Fin de l'argument. Le M, c'est pour ça. 512 merde. Merde. C'est pas que c'est une merde, c'est juste que c'était l'argument. Et attendez les gars, ça se voit que c'est la même. Merde. Eh bah merde. Ce qui est fou avec la Testarossa, c'est qu'on la connaît tous, on la connaît sur la ligne, on la connaît surtout dans la culture populaire puisqu'elle a été énormément représentée. Avec d'ailleurs un effet Mandela qui est très cool, je trouve, avec la version Spider. Oui. Parce qu'il y a une anecdote un peu sympa, c'est qu'on connaît tous la Testarossa cabriolet. Vous l'avez forcément vu quelque part, qui n'a jamais été produite par Ferrari. Il y a eu un exemplaire pour le patron. Donc techniquement, elle a existé. Qui d'ailleurs a une boîte automatique Valeo. Ils avaient testé un prototype Valeo de boîte automatique sur la 512 du patron cabriolet. Ferrari a toujours argumenté qu'il n'avait pas produit la Spider pour des raisons de performance, puisqu'il ne pouvait pas garantir les performances du coupé avec un cabriolet à cause du manque de rigidité. Dans les faits, elle a quand même existé, mais c'était surtout des carrossiers qui le faisaient. Il y en a eu du coup beaucoup. parce que c'est un peu stylé quand même. Je trouve ça trop bien. C'est peut-être là aussi ils se sont rendus compte que les clients, finalement, la performance s'en foutaient un peu. On oublie que c'est la deuxième voiture la plus rapide du monde quand elle sort, derrière la Countach. Lamborghini qui devait être si fier. Dis-moi quelle est la voiture la plus rapide du monde. Vas-y Enzo, dis-le. Surtout quand tu vois que la Countach a ce seul argument. Oui. Enfin, sinon le reste c'est daube. Et justement, on le verra que cette voiture rajoute pas mal de confort dans le sport, ou pas mal de sport dans le confort, j'en sais rien. Et que cette voiture, finalement, par rapport à ses concurrentes, est plutôt civilisée. C'était la voiture fiable, ça rendait la performance, je vais pas dire accessible, mais ça la rendait utilisable. Là où t'as une Countach, t'es pas foutu de faire un demi-tour. Non. Et c'est même pas foutu de rouler plus de 200 mètres sans se casser en 1000 morceaux. Et bah là, Ferrari, ils ont fait... En fait, elle marche. Elle marche. En fait, on a une époque où faire une voiture qui marche est un argument. Je sais pas par quoi commencer en termes de tours. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a rien qui crie plus années 80 que les pop-up. Alors, on n'en a plus pour des raisons de régulation, puisque légalement, ça ne passera absolument plus pour les chocs piétons. C'est dommage. C'est pas l'optique le problème. Ah, c'est le piéton que t'as percuté le problème, je suis bien d'accord. Hein. On est tous d'accord là-dessus. C'est trop cool! Est-ce que c'est pas un peu cool? En fait, je crois que les pop-up, c'était à l'époque où tu pouvais pas faire des phares autre chose que ronds, et ça commençait à être ringard, quoi. Ça faisait 30 ans qu'on faisait des phares ronds, qu'on essayait de réinventer le design, mais t'avais toujours des phares ronds, et donc là, ils se sont dit, bon, bah, au final, on va les cacher, quoi. C'est la dernière étape. Bah, c'est fou de se dire qu'à la base, c'est fait pour être caché, et qu'en fait, maintenant, on trouve ça vraiment cool. Il y a un truc très chouette sur la Testarossa que tout le monde connaît, c'est ce genre de grille. Les râpes à fromage, là, tout le monde les connaît sur la Testarossa, c'est par ailleurs un des points ultra célèbres de la bagnole. Et bah pareil, c'est des questions de régulation, dans le sens où il y a des méga prises d'air derrière et des radiateurs, et aux États-Unis, c'était interdit de pouvoir avoir accès aux organes moteurs trop facilement. Donc la prise d'air béante, c'était pas possible. Tant qu'à faire un truc, autant le faire de manière stylée. Et voilà, les mecs ont posé tout un design, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ferrari et les 12 cylindres, c'est quand même une grande histoire d'amour. Ça fait depuis le début de Ferrari que le 12 cylindres est la pièce maîtresse d'Enzo. Et même pour vous dire, on a retrouvé aujourd'hui beaucoup de Ferrari en 8 cylindres et même en 6 cylindres maintenant. Sachez qu'Enzo Ferrari n'entendait parler que des 12. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans l'essai de la GT40 qui est disponible sur la chaîne, une véritable GT40 Mark II de l'époque, des commentaires ont dit qu'on ne remerciait pas Enzo Ferrari parce qu'il a donné Ferrari, mais il a donné Lamborghini, il a donné la GT40. Et ce côté un peu extrême, finalement, nous a donné plein d'autres trucs. C'est fou de dire que même quand c'est pas lui qui fait les voitures, il en fait des cools. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que Enzo Ferrari avait souvent critiqué les concurrents en leur disant que ça servait à rien d'avoir des châssis tant que tu avais des beaux moteurs. V12 Atmo. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que la dernière bagnole dont il a supervisé la conception, c'est la F40 Turbo. V8. Cette voiture, la Testarossa, est l'avant-dernière qu'il a supervisée. Et cette voiture reprend la tradition Ferrari. Le V12 Atmo. Un peu particulier quand même. Alors c'est un V12 à plat. Ça s'appelle un V12 à plat ou un
V12 à 180 degrés. Ce qui est un peu con parce qu'un V12 à 180 degrés c'est à plat. Et traditionnellement on entend à plat un moteur boxer en fait, un moteur dont les pistons face à face sortent et rentrent en même temps. Sauf que là, non, les pistons en face à face, ils dansent à droite à gauche. Donc on le fait jamais ce truc là parce que ça donne des moteurs qui foutent la gerbe. Mais pour beaucoup de raisons, de la compacité et des vibrations, eh bien c'est pas si mal comme truc. Alors c'est par ailleurs pas le premier moteur à plat de chez Ferrari. Ouais. En Formule 1, ils ont fait des moteurs à plat en 63. Cette voiture doit beaucoup à son moteur déjà par son nom Testarossa. L'idée c'est de faire une référence à certaines voitures de compétition qui étaient sorties beaucoup d'années avant avec la tête rouge. Moi j'aime bien le concept où t'as vraiment la tête rouge, mais comme on le voit pas parce que c'est un moteur à plat, ils t'ont remis un peu de rouge en haut. C'est pour dire t'inquiète, c'est tête rouge. Fais-nous confiance. Alors que c'est juste l'admission, c'est-à-dire c'est pas la tête quoi. Ouais. Et cette voiture reprend la tradition Ferrari avec le 12 cylindres atmosphérique. Donc jusque là on est tout bon. Il y a le nom qui va bien, il y a les cylindres qui vont bien, il y a l'atmosphérique qui va bien. Et cette fois-ci on a quasiment 5 litres de cylindrée pour quasiment 400 chevaux. Contexte. Voilà, c'est les voitures de série les plus puissantes de leurs époques. Quand on le remet dans le contexte, déjà cette voiture est l'une des plus grosses cylindrées de son époque. Ce qu'il fallait vraiment aller chercher sur les dernières Countach pour rivaliser. Ces voitures étaient les seules représentantes des moteurs multicylindres, grosses cylindrées atmosphériques avec des gros rendements puisque ça prend des tours et ça fait des chevaux. Encore une fois, ça fait des chevaux pour l'époque. Aujourd'hui, comme on est sur les premières Testarossa, on a en théorie 390 chevaux. Alors... Contexte. C'est aussi l'époque où Ferrari trichait beaucoup sur les puissances. Donc de base, on a 390 sur le papier, ce qui dans la réalité est plutôt 350-360. Mais sur cet exemplaire qui est le dernier des Testarossa, on a l'admission de la 512 TR, qui nous rajoute peut-être 20 chevaux. Mais 20 chevaux un peu surestimés, c'est-à-dire que peut-être vraiment 10 chevaux. Donc 360 à peu près. J'aimerais bien savoir le calcul de puissance de Ferrari de l'époque. Il y avait Enzo Ferrari qui arrivait tel le pape le matin avec ses lunettes, qui faisait « Allez, je te bénis, amène 400 chevaux. » C'est vraiment... 390. Sur la fin, c'est-à-dire en F512M, ce moteur montera jusqu'à 440 chevaux avant d'être remplacé par un V12 plus classique. C'est marrant, ta façon de le dire, t'es presque déçu. De dire V12 classique. Plus classique, mais qui mettait un vrai step en termes de puissance. Après, on était aux 500 chevaux. Et après, beaucoup plus. Ce moteur faisait quand même de cette voiture la deuxième voiture la plus rapide du monde, puisqu'on était à quasiment 300 km/h. Juste derrière la Countach, qui ne sera battue que par la F40, qui la remplacera. Et ensuite la Diablo, et ensuite concours de quéquette après. Sur de la vitesse. Et ensuite, c'est passé au tour du Nurb. Qu'est-ce que tu aurais de particulier à dire là-dessus? On se rend pas exactement compte, mais c'est ultra large. Faut qu'on regarde l'intérieur, je trouve ça super. Alors, il y a une amende pas ouverte dans le vide-poche central et je trouve ça turbo cool. Oui, merci, oui. Et tu la jettes. Il y a tellement d'anecdotes à vous raconter. Déjà, premièrement, cette clé pliable, qui est faite pour une bonne raison, c'est que lorsque tu es ici, le problème c'est que tu as une tendance à y mettre des coups de genou. Et au lieu de se poser la question de changer la position de conduite, non, ils ont fait une clé pliable, comme ça au moins tu mets moins des coups de genou dans ta clé. À quel moment, tu sais, je trouve ça ouf d'en arriver à ce niveau de réflexion là. La réflexion ne devrait pas être là, elle devrait être là. Bah pourquoi? Merde. F512M. Comme par exemple le frein à main, ça c'est un grand classique des voitures de ces années-là. Mais là, je peux le baisser et le relever sans l'enlever. Parce que l'idée c'est de pouvoir préserver l'accès au véhicule. Pareil, trouve-moi un système, on savait les faire au pied. M, merde. Ça marche comme ça, non? Alors mine de rien, l'habitacle pour l'époque est très correct. On commence à arriver sur les années où Ferrari met un peu de soin dans l'intérieur. Avec notamment l'autoradio masqué, qui n'est plus d'origine. Et un point qui me flingue de rire des Testarossa et sur lequel on va remettre un contexte, mais cette voiture était entendue à l'époque pour que monsieur conduise et que madame se maquille en passager. C'est pas une vanne. Ouais, bah, c'était il y a 40 ans, quoi. L'odeur de la réunion. Ils étaient tous avec la clope au bec. Qu'est-ce qu'ils veulent, les clients? Et clope au bec, par ailleurs, dans la porte, tu as un sandar qui se compte en litres. Je crois qu'il y a plus de volume de cendrier que de coffre dans la bagnole. T'as pas un allume-cigare par côté? T'as un allume-cigare au centre, toi? Il a fumé, celui-là. 280, la clope, madame qui se maquille, et voilà l'image qu'avait Ferrari de ses clients. Petite tradition quand même, Ferrari de l'époque, on retrouve beaucoup d'éléments Fiat, puisque la marque appartenait à Fiat à l'époque, et pour des raisons d'économie, ils ont mis des grilles d'aération qu'on retrouve à gauche à droite, ou ce plastique dégueulasse. Bah même, on peut parler des boutons de vitre et des boutons de la console centrale, quoi. Mais t'as un volant méga stylé tout simple, et t'as surtout... Eh oui, la grille. La grille. Grille inversée, alors quand même, dans ces époques-là, on avait du mal à faire des boîtes automatiques, et surtout, les gens ne les demandaient pas encore. C'est pour ça qu'on retrouve une boîte manuelle avec la grille, et surtout la première en bas, le sport.
Pour rappel, la première en bas, l'idée c'est que la première est à la place de la 2 traditionnellement, comme son nom peut faire du 2-3 super facilement, puisque c'est ce que vous faites la plupart du temps en circuit. Circuit que ce genre de voiture ne voit pas du tout. Ouais. C'est là où on voit qu'on est dans la transition où Ferrari commence à mettre du GT dans son sport. Je te mets un peu plus de GT quand même, oui, mais mets un peu de sport quand même. Alors ok, je mets la boîte inversée, par contre sur une voiture qui va pas aller sur circuit. Non. Mais on va pas la faire en cabriolet parce que sinon ça baisse les perfs. On va faire ça. Mais mets un compteur qui va jusqu'à 320 quand même, c'est pour être sûr. Et 10 000 tours minute. Et 10 000 tours minute. Que la voiture ne prend pas, ça s'arrête à 6005 donc. C'est gentil d'avoir essayé, merci. Je trouve que malgré tout, alors même si on a encore une fois les gimmicks des gros sportifs de ces années-là avec les pieds qui sont là-bas, on a de la place, on est bien. Je vois d'ici le porte-monnaie. Pour le péage. Pour le péage, t'arrives avec ta Testarossa, tu jettes tout ça. Toute une époque, ça c'est l'époque des paniers à pièces au péage, où tu arrivais avec toutes tes pièces, tu jetais dans le panier et tu repartais à bloc. Et on est dans le résumé de l'époque aussi en intérieur, c'est que il y a tout qui grince. J'ai vraiment envie qu'on aille rouler. Après, la piste est humide. Oh, t'inquiète pas, c'est le meilleur de la technologie avant les aides électroniques. C'est la technologie poussée à son maximum. Y a pas de quoi avoir peur, hein. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you. But you're still the same. Alors, les premières sensations, c'est que c'est rare que je trouve le toit proche de ma tête. Moi, d'habitude, j'ai jamais le souci. Bienvenue dans mon monde. Ça a pas l'air bien. En vrai, maintenant, à cause de toi, je connais pas mal de voitures plus ou moins exotiques. C'est une dans lesquelles je suis le mieux. Que les sièges sont plutôt agréables. On est bien assis. La voiture est large. On a de la place, toute proportion gardée, hein, c'est pas non plus un utilitaire, mais on n'est pas l'un sur l'autre comme on était dans la Diablo qui pourtant est encore plus grande. Et on n'est pas comme dans la Miura où on était l'un sur l'autre parce que la voiture est petite et que c'est comme ça. La quête de largeur de toute façon se faisait puisque ce véhicule a aussi et surtout été conçu pour les États-Unis. Cette voiture ne s'entendait pas vraiment pour être vendue en Europe et ça a été l'une des premières grandes Ferrari, voire la première en fait, à vraiment être pensée en spécification USA pour pouvoir aller toucher le nouveau marché là-bas. Et ils ont bien marché là-bas. Alors il y a un truc qui est très marrant, c'est que quand tu regardes dans le rétro, t'as certes un tout petit peu de vision derrière, mais t'as l'aile. Ensuite tu dois avoir 30 cm de ponton encore de voiture, et après t'as un tout petit peu de route derrière. Je suis assez curieux, mais on dirait que la voiture est plus étroite devant que derrière. Elle est beaucoup plus étroite devant que derrière. Donc si tu passes devant, ça veut pas dire que tu passes derrière. C'est vrai qu'on n'est pas trop mal, on est bien installé, on a une belle visibilité et franchement, c'est pas gagné pour les voitures de cette époque-là. Même derrière, j'ai un rétro central où je vois derrière. Oui, parce que chez Lamborghini, tu mets ça, tu vois le moteur, tu vérifies si tes carbus sont bien réglés, quoi. Les rétros sont bien placés, on voit bien dedans. Réglage électrique, franchement, pour l'époque, la voiture est vraiment accueillante. Et surtout en dehors de la manœuvre pour sortir des stands où la direction n'est pas assistée, mais ça c'est assez normal sur ces voitures de ces années-là, bah ça se conduit bien. L'embrayage est pas si dur, la boîte est ferme mais pas débilement dure comme une Countach. Là je galère pas. Encore une fois, c'est fou à dire que c'est un argument de dire que la voiture marche. Oui, c'est vrai ça, parce que là en fait on est en train de s'étonner que la voiture soit conduisible. C'était il y a 40 ans. Et c'est une supercar. Enfin, c'est relativement récent, les supercars utilisables par tout le monde. Bah aujourd'hui on a oublié qu'avec toutes les aides électroniques, avec les châssis qui ont beaucoup évolué, les pneus qui ont énormément évolué, les voitures sont devenues conduisibles par n'importe qui. Dans l'essai de la Bugatti Veyron, sincèrement, t'as des sensations de Golf à basse vitesse. C'est pas plus compliqué à conduire qu'une Golf, qui est juste plus grande, mais c'est tout. Ouais, bah... Après, ça en fait une voiture merveilleuse quand même. Une Golf merveilleuse. C'était la même réflexion qu'avec celle-ci, où ils avaient poussé le curseur au max sans les aides électroniques, et au final, la voiture est quand même sympa, quoi. Là, on est quand même à 90 compteurs, 2000 tours, et on est bien. Putain, on peut faire de la route avec. On peut faire de la route, effectivement, ouais. Alors, feeling de frein dégueulasse, poids catastrophique. C'est lourd. Tu sens que c'est lourd? Ah, c'est lourd. Le feeling de frein est très bizarre parce que c'est instantanément mordant, mais pas dans le bon sens. Tu verras, en fait, t'as l'impression que ça freine, mais pourtant, il n'y a rien. Là, j'essaye de doser, d'un coup, ça tombe, mais sans qu'on aille beaucoup vite. Je t'écoutais pas, il y avait un bruit de moteur.
C'est un peu cool. Et il n'y a pas de vibration de moteur. En fait, ce qui est fou, c'est que la voiture fait un bloc. Je sens le châssis, je sais où je suis, le châssis était travaillé, contrairement chez Lamborghini où oui, ils ont mis un truc. Bah, ils ont travaillé sur le châssis, mais t'as vu le moteur? Ça me donne plutôt confiance. Là franchement, le seul truc qui donne pas confiance, c'est la piste. Mais tu vois, le pied droit, hop, instantanément, le singe a compris que la pédale de droite donnait de la vitesse. Tout a un avant 4000 et un après 4000. Démonstration. Nous sommes à 3000 tours minute. Là, on sent un peu le moteur. Il y a très légèrement de la vibration. Le bruit qui résonne un peu. Tu vas voir, à un moment, ça change. Là, ça s'estompe. Là, il n'y a plus la vibration. Là, il n'y a plus de vibration du moteur. C'est fait pour les hauts régimes. Ouais, voilà, les mecs, ils se sont dit, en dessous de 3000, c'est le ralenti. Tu rentres fort, hein? Oui, bon, certes, on est là pour ça. J'ai loué une piste à la journée, c'est pas pour... Ouais, je suis là pour utiliser toute la piste. Ah. Et le bac à gravier fait partie de la piste. Ça communique un peu. Ça donne envie de faire le con. On va se faire mal, Arthur. Arthur, on va se faire mal ensemble. Il est mal avec le sourire. Oui, voilà. Ah bah du coup ça va. On sera à l'hôpital avec notre carte vitale. Avec le sourire de con. Quasiment 200, hein. Oui, non, ça monte vite, hein. Je trouve pas le moteur aussi démonstratif que la Diablo. C'est fou parce que j'ai l'impression que la déception vient de l'homogénéité, dans le sens où c'est bien fait. Et c'est souvent ce qu'on dit dans les voitures anciennes, c'est que c'est pas des défauts, c'est du caractère. Et il y a plein de trucs à dire sur une Lamborghini tellement c'est mal branlé. Et là, celle-ci, il n'y a pas grand chose à dire. Alors attention, on va prendre des grands guillemets. Quand même, il y a moins de choses à dire parce que bah, c'est Bien foutu. c'est bien construit, il y a peu de choses à critiquer, mais il manque un gros défaut ou un gros point de déséquilibre qui ferait que t'aies quelque chose à en dire tout le temps. Et tu l'as remarqué au bout de 2 tours en passager. C'est ça que je trouve fou. Rien dans le cul. Ça fait J'étais en train de me dire, putain, est-ce que je passe pour un gros connard de péteux de dire j'ai l'impression qu'il lui manque des chevaux? Ça a rien dans le cul. La Diablo était vachement plus... Émotionnel. Ouais, c'était... Comme tu disais, c'est de la merde, mais au moins ça explose, au moins il y a du spectacle. Le spectacle est pas travaillé, mais t'as un peu applaudi. Ouais, voilà, il y a un truc. C'est censé être impressionnant, c'est super, j'en ai rien à foutre. Mais ça se raconte pas. Technique, ça reste quelque chose d'impressionnant, mais c'est compliqué à raconter. Et à vivre, c'est pas un truc qui vient titiller l'émotion. En fait, les chevaux, elle les a, tu vois, là, quand je mets pied dedans, elle y revient. Ah bah tu vois le compteur, on est à 150, 160, 170, 180. Ça fait plaisir, par contre, hein. Elle est beaucoup plus accessible que d'autres concurrentes, notamment les Lamborghini. Elle est beaucoup plus homogène, elle est objectivement mieux. J'achèterais pas ça quand même. C'est exactement le défaut que je lui avais trouvé, c'est que c'est presque trop bien en fait. Aujourd'hui, on est tellement habitué au moteur turbo énorme que... Bon bah, là je suis pied dedans et... Je crois que c'était marqué qu'on fait trop de bruit. Ouais, je crois que t'as passé les 90
1000 décibels, ouais. Oui, par contre, ça c'est cool. On voit la transition. Ouais, voilà. Hein. La transition de sous-virage à sur-virage qui est un peu brutale. Le coup de volant disait tout. C'est tellement pas fait pour glisser. C'est pas du tout fait pour ça. Oh, la saucisse. C'est rivé au sol derrière. Ouais, puis ça dandine. J'arrête. Allez, c'est bon. On a rigolé, c'est bon. Mais bon, c'est pas fait pour ça. 5e, éco-conduite. Tu t'es vu regarder le mur, hein. Ce mur en début de journée où t'as dit, fais gaffe, c'est là où tout le monde va s'enculer. Comment ça peut être si peu à l'aise? Elle est faite pour être roulée par n'importe qui. Et t'as vu le résultat? Quand t'essayes de faire le con, elle est trop sécurisante. Ouais. Même être débile, elle y arrive pas. D'une bagnole comme ça, t'en attends un truc ouf. C'est comme tu disais, une voiture qui a très bien compris sa clientèle et la clientèle lui a donné raison. Ça s'est vendu par pelle, les gens ont beaucoup aimé, c'est devenu une icône d'une époque. Mais j'en veux pas. On voit qu'il y a eu de la lutte. On est passé de la bonne entente entre la bagnole et toi à un duel. Tu veux savoir qui est le plus con, c'est ça hein? Singe! C'est pas fait pour, hein. C'est super sécurisant, c'est super réussi, c'est pas fait pour faire le con. Je pense qu'on est critique parce qu'on est déçu. Peut-être qu'on lui a accordé justement cet aspect expérience de l'année à cause de l'époque et à cause de l'image qu'on en a eue et qu'en fait, pas du tout, tu vois. Par exemple, la remplaçante, la 550, on n'en entend rien, tu vois. On sait que c'est une grosse GT V12 un peu pataude. Pourquoi on a donné à la Testarossa cette image-là? Déjà parce qu'elle était en face de la Countach et je pense que tout le monde a fait le lien en disant Countach et Testarossa c'est pareil. Alors que pas du tout. Pas du tout. Si t'attends vraiment l'expérience années 80, prends une Countach. Par contre, si t'en attends une super bonne bagnole, qui a de la gueule et qui est utilisable, ça marche de ouf. Hein. Par contre, tu vois, systématiquement, on tape un peu dedans, c'est rigolo, et on s'arrête de taper dedans. Ouais. Oui, puisque finalement, c'est un super bon cruiser. Bah, y a pas beaucoup plus à aller chercher, quoi. Ah, un peu quand même. Ils en ont fait une bonne GT. Ils ont mis du GT dans la sportive. Mais ça va bien en vrai. Tu vois, tu peux pas lui dire grand chose. Tu peux pas faire ça avec une Countach. Là, t'as quand même un rythme qui tient des trucs un peu sympas de l'époque, quoi. Par rapport au fait que notre enfance et une époque entière commence à être ruinée, j'ai eu l'idée d'inviter sur la piste un BMW X5. Ce X5 là. Et tu vois, comme ne le dit pas le logo M sur l'aile, et sur les étriers, et sur les boucliers, et sur les bas de caisse, ce n'est pas un X5M. 45E. 600 lignes. C'est un X5 45E hybride qui fait au total 394 chevaux avec un moteur thermique électrique. On a passé la journée, je vais même pas dire écailler l'image de la Testarossa, là vraiment on s'est torché avec l'image. Et là t'as dit allez hop, la petite virgule de crotte supplémentaire sur l'image de la Testarossa. Tant qu'à prouver que ça a vraiment vieilli et qu'il faut pas trop se projeter dedans, je me disais autant mettre un 4x4 électrique en face, tu vois, hybride. Ah la nuance est importante. Hein. Oh, oh, oh. Ah, ma vie, mon enfance, mon embrayage. On n'est pas si loin. Franchement, l'embrayage marcherait, on était devant. Non. C'est pas moi l'embrayage, hein, j'ai tout lâché. Hein. Oui, il est resté à la ligne, lui, l'embrayage. On s'est fait flinguer par un X5 hybride, d'accord, mais je trouve qu'on n'est pas si loin. Parce que ça marche, sa merde. Hein. Le concept étant quand même que c'est une supercar. Il a un moteur électrique. Le hybride. concept de la Testarossa étant tout de même d'être une hypercar. Il a le toit ouvrant. Oui, c'est bien, énumère toutes les options que cette voiture n'a pas, mais on pardonne à cette voiture parce que c'est une hypercar, une supercar on va dire. Il a les sièges chauffants, il n'y a pas. Il a la CarPlay, il n'y a pas. Carte grise pas chère, il n'y a pas. Un entretien moins cher, il n'y a pas. Mais c'est pas un concours, ça va. Tu viens de faire une course. Tu peux pas dire que c'est pas un concours, tu viens de faire une course. Je te parle plus.
Ouya. Pardon. Ouais, l'embrayage, il est un peu fatigué aussi. C'est peut-être ça qui nous bouffe quelques chevaux. Alors ça, je me disais je voyais rien, mais j'ai le pare-soleil. Alors l'accélérateur, il est dosable... Il a été commandé dosable. À la base, quand ils l'ont sorti d'usine, en théorie, il était dosable. Bon, bah depuis, il n'y a plus quoi. Putain, la direction, on est dans le poids lourd. Hein. Et encore, par rapport à la Countach, c'est super. Hein. La Countach, j'avais adoré, mais je me suis toujours dit, si j'en ai une, j'en ai rien à foutre, ça me sert à rien. Ça, c'est un truc que tu peux acheter et te servir un dimanche. C'est confortable, envisageable en termes de dimension, même en termes de fiabilité, d'après Charles Millesi, le propriétaire, c'est plutôt bon. Ça demande un petit peu de surveillance par rapport à l'année de la voiture, c'est normal, mais franchement, ça sort. Mais finalement, qu'est-ce qu'on cherche le plus dans une voiture comme ça? Ça reste cool. Hein. Je suis quand même en train de kiffer mon moment, mais... Après, il y a peut-être que moi qui suis blasé comme un gros connard. Hein. On va voir, on va prendre quelques tours, mais je suis en train de me dire, on en vient à trouver des problèmes genre, tu vois, l'accélérateur, il est un peu dur. Et quand tu chipotes là-dessus, ça veut dire que le reste, t'as rien à en dire. Vrai. Mais, est-ce que c'est une bonne chose? J'ai pas envie de te répondre. Tu peux pas ne pas aimer une Testarossa par rapport à la gueule que ça a. Pas dit que j'aimais pas. Je crois que le problème, c'est que t'as envie d'en dire des trucs de ouf et qu'à la fin, les seules qualités que tu lui trouves, c'est des trucs rationnels. T'essayes une Audi. C'est un peu ce que je lui reproche. J'ai mis gaz en grand, j'ai été déçu. Bah voilà. Alors c'est ça aussi que je trouve super cool, c'est de t'inviter à tester une Testarossa sous une pluie battante, histoire vraiment de pas en profiter. Merci Sylvain. Non bah je t'en prie, la clim marche. Mais j'en ai rien à foutre. C'est qu'on s'en branle que la clim elle marche ou pas. Moi je veux un moteur qui me fout la trouille. Enfin il me fout la trouille si j'en suis le propriétaire et que je dois faire l'entretien. C'est pas faux. Et c'est ça la plus grosse sensation que j'ai, c'est me dire ah bah la prochaine facture faut que je fasse les courroies d'Istrie. En fait ça me contrarie. J'en arrive à dire des mots que j'ai pas envie de dire au sujet de cette voiture. J'ai pas envie moi d'être ce genre de personne de dire ouais j'ai conduit une Testarossa, bah c'est pas aussi ouf que ça. Et je crois qu'à la fin du premier essai, t'étais dans cette situation de contrariété. J'ai comme souvenir la Countach c'est de la merde. Ouais. Mais j'ai bien aimé, si je devais en garder une ce serait la Countach. Ouais. Parce que la Testarossa bah... Objectivement bien, objectivement chiant. Et c'est super compliqué de trouver des mots, parce que c'est super compliqué de trouver un truc à lui redire, tellement, parce qu'elle est bien en fait. Alors c'est vrai que ça s'explique par plusieurs trucs, parce que pour votre information, la Ferrari Testarossa n'est, avec des énormes guillemets, pas si chère par rapport au pédigré, puisqu'on a quand même l'une des grandes Ferrari V12 qui sont rares, hein, c'est quand même une lignée qui est rarissime, l'avant-dernière voiture faite par Enzo Ferrari, ce qui est quand même un sacré cran quand même dans le pédigré aussi, que la voiture est plutôt bien faite, utilisable, relativement fiable, la gueule de fou, et ça ne coûte que 120 à 150 000 euros pour les plus belles. Une belle Countach pour votre information, c'est 400 à 500. Hein. Il doit y avoir un système, il doit y en avoir plus. Il doit y avoir un autre truc là derrière. J'ai une cale derrière la Va pédale. chercher les 6005, va chercher là. Va chercher là, va chercher. Et il y a toujours rien. Mais t'es le truc qui me gueule le plus fort dessus. Dans la Diablo, dès qu'on accélérait, on fermait nos gueules. Là, tu continues de me parler. C'est un problème, Sylvain. Tu continues de me parler quand j'accélère. C'est la ligne inox. Hein. Et c'est la ligne for competition use only. Ouais, elle est des C'est la catas. ligne compétition des katas. On a l'admission de la 512. Elle est supposée être salade tomate oignon, sauce blanche et tout ça. Ouah, tu casses les couilles, Sylvain. Tu sais que j'en attendais énormément, parce que celle que j'avais essayée, elle était catalysée et elle était en mauvais état. Celle-ci, elle est décatalysée et en superbe état. Et j'en attendais beaucoup. Si on est un peu honnête, le problème vient de nous, dans le sens où on s'attendait à énormément de choses. Ou alors, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le pédigré de la Testarossa peut quand même ressentir quelque chose? C'est vrai, il faudrait voir avec des néophytes. Voir avec des néophytes, dans le sens où tu vois l'écusson Ferrari, mais pas plus, tu vois. Peut-être que si c'est le top de ce que tu as essayé, oui, t'en ressens beaucoup. Mais si t'as un tout petit horizon de ce qui se fait ailleurs... Faites souvent du covoiturage? Ouais, bah moi je vais à La Rochelle. Ah, parce que je passe par Besançon, moi. Ah, bon écoute,
je prends la rocade, ça risque de bouchonner un peu. On va juste s'arrêter à la station-service, j'ai très envie de pisser, vous savez. Oui, vous préférez les sandwichs triangles ou les petits sandwichs un peu baguettes? Vous auriez pas d'allume-cigare, j'ai 7 litres de mégots à mettre. La phrase est atroce, mais c'est chouette sans plus. Cette voiture nous fait être les personnes qu'on n'a pas envie d'être. Ouais, détestable. C'était vendu à des personnes détestables, c'était vendu à des enfoirés notoires à l'époque. C'est que t'avais pas forcément envie d'une voiture qui te gueule dessus, donc déjà que t'étais pas forcément très amateur de bagnole, t'étais plus amateur de la gueule et du chèque que t'as mis dedans, c'était plutôt pour prouver. Et même 40 ans plus tard, tu restes détestable. Est-ce que tu te dis, mais c'était des pauvres cons les gens qui achetaient ça enfin? Il y avait des lambeaux en face. Et je comprends pourquoi dans Miami Vice, il l'a pris en voiture de fonction. Une bonne voiture de fonction. Je comprends qu'ils aient enlevé le toit au bout d'un moment, hein. Parce que tant qu'à faire, autant écouter le V12 derrière, hein. T'as même pas de mouvement de caisse ou de trucs comme ça. En vrai, ça aurait pas été une Testarossa. On aurait trouvé que c'était une caisse de ouf. C'est ça le truc. Tu dis un bon truc en vrai là. Merci pour cette conclusion, j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Merci à Arthur d'être venu, ça m'a fait plaisir. Merci, ça m'a fait beaucoup plaisir aussi. Merci à Charles Milesi d'avoir prêté cette incroyable Testarossa. Merci au circuit de Dijon-Prenois. Pensez à vous abonner, pensez au pouce, c'est très important, le commentaire, et puis gros bisous! Qui a organisé une course entre la Testarossa et un X5? Mon comptable. J'ai envie de te baffer. Là, t'as une tête, putain. T'as vraiment une dégaine.